Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision, avec au programme de cette soirée, Info 10, le journal local et régional, qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et on parlera ce soir de problématiques d'eau, mais aussi de gestion de cette crise Covid-19. Et à cet effet, je recevrai notamment Ludovic Tolassi du mouvement Moon Guadeloupe. Et il sera en compagnie de Sidney Oguillac, qui était notre observateur hier soir. Et il refera un petit tour parmi nous. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à proposer vos candidatures pour participer à notre émission. C'est très très simple. Il suffit de formuler une demande à canal10rédaction@gmail.com ou bien de nous contacter sur les réseaux. Pas de souci. Mais pour l'instant, place à l'actu. On y va. Nous sommes le mardi 15 et avant de développer les titres de ce journal, ce jour est quand même à marquer d'une pierre blanche et je vous conseille à tous d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'audition aujourd'hui au Sénat du professeur Didier Raoult qui n'a pas manqué de mettre les points sur les i. Et comme il a dit, pour cette gestion de crise, c'est le temps qui va trancher, mais en tout cas, il était très sûr de lui. Franchement, je vous conseille de regarder l'audition, elle est très 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 intéressante. Et place au titre. Hier, le président de la CARL, Cédric Cornet, rencontrait le préfet de région sur la dissolution du SIAG, une rencontre de principe, puisqu'aucun calendrier n'est fixé pour la création du nouveau syndicat. Avec la campagne de communication intensive autour du Covid, les Guadeloupéens sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire tester. Nous irons du côté des Abîmes où, aussitôt installé, un drive a été pris d'assaut. Et enfin, nous reviendrons sur l'aspect éducation avec la rentrée scolaire des élèves porteurs de handicap. On part sur le front social avec la mobilisation des agents de sûreté de Pôle Caraïbes qui se poursuit. Les syndicalistes ont rencontré aujourd'hui la direction du travail pour leur exposer leurs problématiques. Ils tenaient par la suite une conférence de presse au siège de la CGTG à Pointe-à-Pitre. Le reportage. Nous avons alerté la direction du travail à ce sujet pour savoir si c'était possible d'utiliser le chômage partiel à ces fins-là. Et la réponse de l'inspection du travail a été claire. Ils nous ont demandé de fournir certains éléments, puisque ça s'apparentait à une fraude au chômage partiel. Donc ils nous ont demandé de fournir certains éléments, notamment notre planification d'avant Covid, d'accord ? D'avant Covid, nos fiches de paye d'avant Covid, notre planification pendant Covid, nos fiches de paye aussi pendant le Covid et notre planification depuis le mois de juillet et le mois d'août. Et fort de ces éléments, ils ont demandé une explication à notre direction. Et suite à l'explication envoyée hier, lundi 14 septembre, l'inspecteur leur a fait une saisie. Puisque c'était notre demande, pour pouvoir s'expliquer encore plus profondément sur cette application du dispositif. Et ce qui est marqué très clairement dans le document qu'on vous a fourni, c'est que l'inspecteur dit que ça s'apparente vraiment à une fraude au chômage partiel, d'accord ? Et il leur donne un délai de 5 jours pour se justifier sur ces pratiques dans l'application du dispositif du chômage partiel. Mon état d'esprit, c'est un état d'esprit combatif, puisqu'on se rend compte qu'Antilles-Sûreté, on va dire le terme, nous vole sur, je parle de mes anciens camarades, sur leurs congés payés, parce que c'est l'un des points de revendication, les congés payés. Et nous, sur nos primes, parce que je suis restée depuis 2013, depuis qu'Antilles-Sûreté est là, en intérim, parce qu'il faut dire que le patron, en fait, a la boîte d'intérim également. Donc, depuis 2013, je suis en intérim et ça fait qu'1 an que j'ai été titularisée, en juin 2009. Voilà. Donc, ce qui fait que tout ce qui est prime individuelle, tout ça, nous n'avons pas perçu cette prime, ce qui fait que c'est l'un des points de revendication à ce que ça soit régularisé. Pardon. Nous allons rester mobilisés.
la faire selon nos conseils est censée passer le 17 septembre. Donc nous serons pressants. Et hier, le président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, Cédric Cornet, rencontrait le préfet de région sur la dissolution du SIAG. Une occasion pour Alexandre Rochat de jauger la volonté des communautés d'agglo sur la liquidation du syndicat et une transition en douceur vers la nouvelle structure. Aucun calendrier n'est fixé, donc zéro visibilité sur la démarche, mais les hommes ont échangé autour du mode de fonctionnement de ce syndicat mixte ouvert pour l'instant qui n'est pas créé. Regardez. Moi je suis venu ici dans une démarche de travail en accompagnement, en complément, en collaboration avec la mairie du Gosier et avec la Carle. Et voilà, et on a abordé quelques sujets qui sont des sujets qui sont épineux et qui posent souci évidemment ici. Et donc on va travailler ensemble pour les résoudre. Le calendrier il n'est pas encore fixé justement, je l'ai dit la dernière fois que je me suis exprimé sur le sujet. Il faut qu'on avance sur la volonté des communautés d'agglomération et de savoir quelle est leur intention. Et une fois qu'on aura bien ficelé leur intention, on pourra travailler sur le calendrier. L'idée c'est avant la fin de l'année concrètement, le décret est pris et ensuite on rentre dans une phase de liquidation et de transition. Donc il n'y a pas une disparition du jour au lendemain, il y a une disparition qui évidemment est organisée. Premièrement, on est là pour les aider à structurer la manière dont l'eau doit être amenée ici. C'est tout le dossier de la création future de la structure unique qui est l'objectif final, qui est partagé d'ailleurs par tous les élus. Cette structure unique de gouvernance et d'acheminement de l'eau et de l'assainissement pour la Guadeloupe. Le dernier point, c'est évidemment les réquisitions sur lesquelles on travaille financièrement. L'État apporte de l'argent alors que ça n'est pas sa compétence. Elle apporte plusieurs millions d'euros pour traiter le sujet des fuites. 2500 fuites ont été repérées jusqu'à aujourd'hui. La moitié ont été traitées et il faut qu'on en traite 5000, je le rappelle, pour que les tours d'eau soient stabilisés. En tant que président et en tant que maire de la ville du Gosier, j'attends une vraie collaboration avec l'État parce que l'État aujourd'hui a un pouvoir central et nous on ne peut pas, si on veut atteindre nos objectifs, que ce soit en termes de l'eau, c'est-à-dire amener de l'eau en quantité et en qualité dans les robinets des Guadeloupéens, en tant que surtout tout ce qui est déchets, c'est-à-dire depuis le ramassage jusqu'à la valorisation, on est obligé de fonctionner avec l'État, donc c'est tout à fait normal qu'on ait une attente forte par rapport à l'État. Je considère que dans ce genre de réunion, des fois il y a des messages entre les lignes et à nous après en tant qu'élus guadeloupéens, élus locaux, de prendre les bonnes décisions. Et moi ce que je retiens c'est que le 22, il y aura le président Bardaï, le président Losbar et le président Cornet. Ça veut quand même dire que ceux qui décident c'est nous, de la stratégie et de l'orientation qu'on doit mener. Donc à nous d'être les plus compétents pour pouvoir répondre à ces défis. Donc rendez-vous le 22 septembre prochain pour la suite de votre série SIAG, la dissolution. Et le préfet était d'ailleurs ce matin à Bastia pour procéder au don de 350 000 masques à destination des personnes vulnérables et précaires. Une opération qui a du sens pour le coup à l'heure où le masque est imposé mais pas forcément accessible à tous. Le reportage de Stanley Manicor. C'est la suite du plan d'action qu'on met en œuvre pour lutter contre l'épidémie du Covid en Guadeloupe. Il y a des volets de mesures administratives, il y a des volets de renforcement hospitalier, puis il y a aussi des volets d'aide aux plus vulnérables et aux plus précaires, ceux qui en ont le plus besoin. Parce que, je ne le répéterai jamais assez, le port du masque est vraiment la meilleure mesure barrière que nous pouvons avoir pour se protéger et protéger les autres. Et il est important que nous puissions aider ceux qui ont des difficultés à acquérir des masques. Et donc c'est l'objet de cette distribution que nous faisons aujourd'hui. Il y a déjà plus d'1 500 000 masques qui ont été distribués. On continue à le refaire parce qu'on sait qu'on en a besoin. On sait que les masques s'usent. On sait qu'on a besoin de continuer à en distribuer. 350 000 masques, ce n'est pas la fin. On en distribuera d'autres si c'est nécessaire, évidemment. Il faut qu'on couvre le maximum de population avec ces masques. Depuis le début de cette crise sanitaire, la LEFPA, en tout cas au niveau du CHRS, on avait déjà initié une démarche avec les couturiers de la Guadeloupe. Donc c'est vrai que ça vient compléter l'offre de services et ça nous permettrait une distribution beaucoup plus massive. On travaille avec un public en situation d'errance et donc ça demande un accompagnement un peu plus
spécifiques par rapport à cette crise Covid. Donc on est obligé de leur fournir des masques, même si on leur a donné des lavables, mais c'est vrai que les jetables, c'est plus pratique pour eux. On a constaté vendredi qu'on avait une petite stabilisation du nombre de cas positifs. On va aujourd'hui publier un chiffre de bulletin sanitaire. On va voir si cette stabilisation se confirme ou non. Mais en tout cas, c'est pendant ces 3 semaines-là qu'il faut être très très vigilant, faire très attention et être très responsable. Parce que ce qu'on mesure aujourd'hui, on le mesure 3 semaines plus tard à l'hôpital. Chacun aura un stock de 50 masques par mois. On va commencer par ça puisqu'on en a quand même reçu quelques-uns, voire beaucoup. Donc on va pouvoir faire une distribution massive de ces masques. Je suis désolé, mais j'ai vu des images de fêtes ce week-end alors que tout le monde est bien conscient. Je pense que tout le monde en a parfaitement conscience de l'importance de respecter les gestes barrières, de l'importance de se protéger et de protéger les autres. Je trouve ça profondément irresponsable de voir des gens qui se rassemblent à une centaine, qui ne respectent aucun geste barrière et qui ne respectent rien du tout de tout ce qui a été pour autant dit. Donc tout le monde ne se sent pas concerné. Il suffit de regarder malheureusement ce qui se passe à l'hôpital, avec notamment des gens en réanimation qui sont jeunes aussi. Et donc ça veut dire que tout le monde est vraiment concerné. Et pour le directeur du SAMU, justement, eh bien, l'heure est grave avec une recrudescence du Covid-19 sur le territoire. Selon le docteur Portekop, les chiffres d'hospitalisation en réanimation sont supérieurs à ceux observés lors du pic épidémique. C'est sans compter les appels au centre 15 qui sont également en augmentation, mais l'on note quand même qu'il s'agit de cas mineurs qui ne nécessitent pas nécessairement de transfert vers le CHU. En tous les cas, pour éviter de saturer l'établissement de santé, eh bien, d'ailleurs, la capacité est assez limitée, vous le savez, ce n'est pas une surprise. Eh bien, le docteur Portekop vous invite à résister à la tentation, à respecter les mesures barrières et le confinement de 7 jours de manière à diminuer la reproduction du virus. On l'écoute tout de suite au micro de Michel Depape. Pour donner une idée très claire à la population de l'importance du problème de la recrudescence du Covid-19, nous pouvons dire qu'actuellement, ce lundi 14 septembre, nous avons 88 personnes hospitalisées au CHU de la Guadeloupe. C'est considérable par rapport au nombre que nous avons eu pour la première vague. Nous n'avions jamais dépassé les 40 patients. Et nous avons 26 patients couchés en réanimation. Soit sur la quantité de patients que nous avions pour la première vague, elle n'avait jamais dépassé 19. Donc vous voyez que nous avons un phénomène très important pour lequel il nous faut vraiment alerter la population. Nous avons des personnes qui décèdent qui, de toute évidence, compte tenu de leur autonomie limitée, n'ont pas pu aller contracter le Covid à l'extérieur. C'est bien donc que cette maladie leur a été apportée par leur famille et les plus jeunes. Nous n'avons pas que des personnes âgées qui décèdent. Parmi nos patients décédés, nous avons des patients d'une trentaine d'années, des patients d'âge intermédiaire entre 40 et 50 ans. Donc aucune catégorie d'âge n'est épargnée. Et la recrudescence du nombre d'appels au centre de 15 nous laisse à penser que nous avons beaucoup de personnes qui sont concernées, qui n'ont pas de symptômes très importants, qui ne viendront pas à l'hôpital parce que heureusement ils auront la forme la plus simple et ils vont cicatriser normalement. Mais pendant cette période, s'ils ne comprennent pas l'intérêt aussi de rester confinés, ils continueront de diffuser la maladie. Nous craignons la situation du dépassement des capacités de l'hôpital si rien ne permet de la diminution de la reproduction du virus. Ce qui avait vraiment aidé, c'était le confinement lors de la première vague. Là, nous n'aurons pas de confinement, nous ne pouvons compter que sur la responsabilité des citoyens. Il suffit que vous respectiez sous les heures de travail avec vos collègues vos mesures barrières et toute l'utilisation des solutions désinfectantes et tout ce qu'il faut bien. Si lorsqu'il est 22h le vendredi soir, vous décidez d'aller dans un lieu où il ne faudrait pas aller, tout ce que vous avez fait toute la semaine est battu en brèche. Donc il faut essayer de capitaliser les efforts et réfléchir à résister à toutes les tentations qui, elles, malheureusement, sont des possibilités de contracter le virus.
CHU qui a d'ailleurs mis en place un protocole strict pour les visites de patients. Les visiteurs doivent porter un masque, s'identifier à l'arrivée dans le service, rester à 1 mètre de distance et ne toucher aucun objet ni s'asseoir. Ils devront présenter un bon de visite nominatif préalablement remis au cadre de service et un calendrier des jours et horaires a donc été publié en fonction des services, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et avec la campagne de communication intensive autour du Covid-19, les Guadeloupéens sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire tester. Des drives sont ainsi mis en place pour multiplier les dépistages, comme c'est le cas aux Abîmes cette semaine. Après, il faut quand même faire pas mal de queues, car l'attente risque d'être longue, puisque tout le monde veut se faire tester, vraiment, pour le coup. Regardez. Vous avez bien compris que depuis le début de cette épidémie, notre maire s'est investi et a toujours prôné pour la prévention, a toujours demandé à ce qu'on ait les masques et que les gestes barrières soient respectés. Donc il était important pour nous dans ce rebond, je dirais peut-être pas deuxième vague, mais dans ce nouveau dispositif où le virus commence à circuler de nouveau, qu'il était important que nous prenions les dispositions pour encore une prévention plus importante sur le territoire de la ville des Abîmes. Vous avez bien compris que vu la population, il serait peut-être important qu'on ait beaucoup plus de jours pour pouvoir faire le drive. Et non seulement le drive, mais aussi le tout public, pourquoi pas. Je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions à une autre série de mesures. Encore d'autres actions avec l'ARS. Bon, je comprends aussi l'ARS parce qu'il faut faire toutes les communes, c'est normal. Mais je pense qu'au niveau de la population abîmienne, nous avons une population très importante et beaucoup plus forte. Il serait nécessaire de revenir sur ce territoire, pas seulement au bourg des Abîmes, mais dans les autres quartiers, parce que nous avons un quartier rural avec des personnes qui sont très éloignées. Et il serait aussi important pour ces personnes-là de pouvoir bénéficier de ce dispositif. La foule de voitures, la longueur de la queue indique la forte mobilisation de la population des Abîmes dans le cadre de la détection, cette détection du Covid. Et c'est une priorité pour M. le maire qui depuis tantôt se bat avec sa majorité pour que toute la Guadeloupe, non pas seulement les Abîmes, mais toute la Guadeloupe soit testée. Alors je suis là depuis 4 heures et c'était pas évident puisque tout le monde s'est un peu engueulé ce matin. C'était pas simple, mais on y arrive. Effectivement, on entend beaucoup parler de Covid et davantage ces jours-ci, donc il m'a paru important de venir me faire dépister. Oui, c'est important pour moi. Quand je travaille à la cantine avec les enfants, alors j'étais obligée de venir. Oui, c'est important pour moi puisque je vois que l'épidémie progresse très vite dans notre département, donc pour moi, oui, c'était important de le faire. Très inquiet, puisque moi-même j'ai été en contact avec un des collègues effectivement de mon entourage, et voilà, donc on est inquiet. Les enfants sont à l'école, effectivement les chiffres sont alarmants, donc on est très inquiet. Nous avons essayé dans un premier temps, comme les gens sont là tôt le matin, donc il y a une distribution de tickets. Donc un ticket par nombre de personnes dans les véhicules. Malheureusement, nous avions donné un ordre de priorité qui n'est pas respecté par la population. Nous avons fait passer des messages, etc. Comme là, j'ai refusé tout à l'heure un jeune homme parce qu'en fait, il n'avait pas de symptômes, il n'avait pas d'ordonnance, il n'avait en fait pas... Il n'entrait pas dans les ordres de priorité, il n'avait pas fait la fête, etc. Mais simplement, c'est son travail qui lui demande d'aller se faire dépister. Il y a un vrai souci de ce côté-là. Les gens qui n'ont pas de symptômes n'ont pas à se faire dépister pour aller au travail ou pour aller à l'école. Ils vont à l'école et s'ils présentent des symptômes à un moment donné, il y a la médecine du travail et il y a leur médecin qui peut effectivement les conseiller de venir se faire dépister. Un reportage signé Maxime Morel, et vous aurez compris, bon, c'est tout à fait normal de s'inquiéter, mais il faut raison garder et éviter la psychose. Et on part maintenant pour la rentrée des élèves en situation de handicap qui cette année ont droit à une unité d'enseignement externalisée. Cette journée est particulièrement importante parce que nous célébrons l'ouverture d'une unité d'enseignement externalisée qui permet d'accueillir des jeunes en situation de handicap au sein d'un environnement normal de scolarité. Donc on est vraiment dans le cadre de l'école inclusive, on travaille sur l'égalité des chances
Et on développe des compétences évidemment professionnelles, mais aussi scolaires, sociales pour ces jeunes. Et on se rend compte aussi que ces compétences-là irriguent l'ensemble du lycée, puisque les autres élèves qui ne sont pas en situation de handicap sont dans une démarche aussi d'accueil, de même que l'ensemble de la communauté éducative. Donc c'est l'acceptation de la différence aussi, et c'est vraiment le sens à la fois de l'école, mais aussi d'une société inclusive. Écoutez, je trouve que l'ouverture de ces classes intégrées, c'est vraiment extraordinaire. D'abord parce que ça permet à chaque élève qui est porteur de handicap de pouvoir s'épanouir, et pour moi très clairement, la notion de bien-être, c'est la santé. Et je crois que c'est important de leur apporter cette perspective d'avenir par de la formation, mais aussi s'épanouir en tant qu'adolescent, en tant que jeune, auprès des autres jeunes et des autres adolescents. Donc très clairement, je remercie l'Éducation nationale, la LEFPA bien sûr, qui soutiennent ces élèves, et je suis à leur côté. Ce type de classe est un dispositif que nous voulons développer dans l'académie depuis déjà quelques années. Mais nous avons renforcé cette dynamique depuis 2 ans. Et donc nous sommes passés de 5 unités d'enseignement externalisé à 14 aujourd'hui, pour permettre à des élèves qui habituellement étaient scolarisés et pris en charge dans les établissements médico-sociaux, pour leur permettre de vivre une pleine vie d'élèves ordinaires dans un établissement ordinaire, tout en bénéficiant bien sûr du parcours de soins dont ils ont besoin. Donc l'objectif premier est qu'ils puissent acquérir les compétences dites psychosociales, pour qu'ils puissent, donc là ils portent l'uniforme du lycée, mangent à la cantine avec les autres élèves et partagent des temps également d'apprentissage avec certains professeurs dans certains cours. La mission locale a présenté aujourd'hui le travail de 8 jeunes dans le cadre du projet 1000 maires. Ces derniers ont réalisé 2 vidéos qui mettent en lumière les métiers de l'audiovisuel et de la communication sur les réseaux, ce qu'on appelle les community managers. Des réalisations autour du domaine maritime pour susciter des vocations. Regardez. Nous avons répondu à un appel à candidature et notre projet a été retenu par la Fondation Orange pour un projet qui s'appelle 1000 maires, qui nous a permis de réaliser 2 vidéos avec 8 jeunes en insertion, des vidéos qui ont mis en valeur les métiers du numérique, donc les métiers audiovisuels, les métiers community manager. Et pourquoi 1000 maires? C'est-à-dire qu'ils ont pris le support du secteur maritime pour réaliser leurs vidéos. Donc ce sont 2 très bonnes vidéos qui permettent de mettre en valeur des secteurs d'activité tels que la construction navale, la transformation des sargasses, des secteurs donc dans le métier nautique qui vont peut-être demain créer des emplois. Merci de m'avoir fait confiance pour cette formation. Je sais que, en tout cas, Dimitri faisait partie du jury. J'étais super contente parce que j'ai pu, comme vous l'avez vu, réaliser un mini-documentaire et entouré par 2 super formateurs qui sont eux-mêmes réalisateurs. Donc c'est vraiment ça que j'ai apprécié. C'est véritablement pour pouvoir justement leur permettre de savoir s'ils sont vraiment intéressés par les métiers de l'audiovisuel. Donc bien entendu, ça se fait un peu rapidement pour pouvoir apprendre justement les éléments de ce corps de métier. Mais ma satisfaction, c'est que sur les 5, il y en a 4 qui ont envie de continuer. Effectivement, il y a eu de très beaux projets, de très belles réalisations qui ont été faites. Et c'est tout l'enjeu, tout le but de ce type de dispositif, c'est de bien pouvoir trouver des gens, trouver des jeunes, encore une fois, de leur donner, parce que j'insiste, ça fait 3 fois que je le dis, mais bien souvent aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'un jeune ne va pas au bout de ses rêves, c'est simplement parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et un des leviers que permettent ces dispositifs, c'est de les aider à se rendre compte que c'est possible pour eux, qu'eux-mêmes, par la suite, pourront aussi passer le flambeau et donner envie à d'autres jeunes. Donc si vous voulez, c'est un peu la manière de fonctionner de ce type de dispositif. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'essaimage, si on pouvait employer un mot de la nature et des abeilles. Cette possibilité qu'à partir, comme on dit en créole, c'est on graine d'iri qu'a fait sac d'iri. Donc l'idée, c'est bien ça. Les 8 jeunes déjà ont des insertions. Certains vont être intégrés dans des contrats en alternance pour obtenir leur diplôme de community manager et d'autres vont être insérés pour être des opérateurs monteurs vidéo.
ce n'est que le début. Là, véritablement, nous avons eu des jeunes motivés. Maintenant, l'idée, c'est de les accompagner dans une vraie formation sur du long terme. Et c'est ce que nous allons faire, justement. Donc, pour moi, ce n'est qu'un plaisir. Et ce n'est que le début de tout ce qui va se faire après. En termes de positivité, ouais, je suis content, en tout cas. Des images signées Olivier Félix. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local reviendra a priori jeudi à 18h30. Demain, vous aurez droit à une édition spéciale en direct de Saint-Martin, vu que la situation est en train de se dégrader. Vous le savez, ça fait quand même déjà plusieurs semaines que la frontière entre la partie française et la partie hollandaise est fermée. La préfecture de Guadeloupe n'envisage pas la réouverture de cette frontière avant 2 semaines, ce qui a poussé quand même à une vague d'énervement hier. Et il se pourrait que ça chauffe, en fait, tout simplement, du côté de Saint-Martin demain. Donc, évidemment, Canal 10 Télévision sera présent. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve bientôt. Bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale et on parlera notamment du mouvement Moon Guadeloupe. Donc si vous avez des questions pour les principaux intéressés, n'hésitez pas à composer le 96 10 10 ou laissez vos interrogations sur le Facebook. Et avec eux, on parlera notamment de la situation de crise en eau potable que nous connaissons depuis des décennies, mais aussi de la gestion du Covid-19. Ce sera tout de suite après la pub. Je suis vraiment désolé, pour être totalement honnête, en fait, mon téléphone s'est déchargé, donc j'ai bien vu que c'était animé sur le Facebook. Donc je dis bonsoir à tous les internautes, à tous les habitués, à tous ceux qui étaient connectés. Et continuez à nous suivre. On se retrouve après la pub.